Que nous devons voir en face et sévir. Cette saisie doit servir de leçon aux autres exploitants qui mettent tout leur bien dans cette activité illicite. Le ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable et ses partenaires n'entendent pas baisser la garde sur la question. Voilà, Monsieur Berthier, expliquez-nous d'abord comment vous vous êtes organisé pour mener cette opération en Gabakoro 3. Merci beaucoup. Tout d'abord, je voudrais vraiment vous remercier pour cette invitation, remercier toutes les autorités en charge de l'environnement et surtout tous les services techniques qui se sont mobilisés et qui seront désormais mobilisés dans ce cadre-là pour vraiment mettre fin à ces phénomènes. Alors, en ce qui concerne Gabakoro, je crois que nous avons mené des enquêtes minutieuses pour pouvoir arriver à ce résultat. 3 jours d'enquête. Souvent même, personnellement, je me transforme en entrepreneur. Je ne vais pas dévoiler tous les secrets ici. Oui. Alors, pour ne pas être détecté. Oui. Souvent en pêcheur, pour pouvoir les identifier et prévoir toutes les dispositions à prendre pour la réussite des opérations. Donc, c'est ainsi que nous avons eu un signal pour signaler la présence de ces dragues à Gabakoro 3. Et toutes les dispositions ont été mises en place, toutes les stratégies ont été mises en place à cet effet. Donc déjà à 4h du matin, personnellement j'étais sur le terrain, imaginez à 4h du matin, pour dégager la voie et me rassurer qu'ils sont là-bas. Et vous le savez, ils ont les informateurs aussi. Alors sur place, on a été trouvé qu'il n'y avait même pas une drague. Précédemment, à la veille, il n'y avait aucune drague. Et vous avez l'impression qu'ils ont quitté. Mais c'est peine perdue. Et ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'ils ont des stratèges, des ingénieurs qui s'adaptent à toutes les situations. Donc c'est là où nous avons fouillé. Vous fouillez dans le fleuve parce qu'il y a des arbustes, il y a des coins où quand vous vous arrêtez sur la berge, vous ne pouvez pas voir, vous rendre compte qu'il y a quelque chose là-bas. Et nous avons cette expérience. Donc c'est comme ça que nous avons fouillé. On a allé trouver que toutes les dragues sont entassées sous les arbustes dans les lits du fleuve. Et c'est ainsi que nous avons commencé l'opération. Et vous menez l'opération avec quoi? Avec des policiers, avec des militaires, avec des gendarmes, avec qui exactement? Les eaux et forêts, les agents des eaux et forêts généralement. Ça dépend des sites. Souvent nous partons en autonomie. Je veux dire là, avec les agents du ministère de l'Environnement, parce que les eaux et forêts, c'est le ministère de l'Environnement. Mais il y a ces sites où on se fait renforcer par d'autres agents de sécurité. Donc ça dépend de l'ampleur, ça dépend du nombre. Voilà, donc avec une trentaine jusqu'à 50, nous pouvons évoluer en économie avec les agents des eaux et forêts. Mais une fois que ça dépasse ça, nous prenons toutes les épaules, nous renforçons les agents des eaux et forêts avec d'autres agents de sécurité. Oui, mais vous parlez d'une trentaine de dragues saisies et le jour J, ces dragues étaient cachées quelque part. Est-ce qu'on peut cacher une trentaine de dragues derrière des arbustes ou bien c'est une opération qui n'a pas duré une seule journée? Non, en fait, quand vous voyez le fleuve, souvent il y a des parties où si vous êtes sur la berge, vous ne pouvez pas voir de l'autre côté. Donc ils savent comment faire. Souvent, il y a de ces dragues qu'ils les enlèvent, ils les amènent à 2, 3, souvent même 10 mètres du fleuve de la berge. C'est dans la forêt. Et si vous ne faites pas attention, au passage de l'équipe, vous dites qu'il n'y a rien, alors qu'il y a des dragues. C'est comme ça qu'ils font. Mais généralement, ils travaillent à quel moment de la journée? La nuit? Bon, c'est matin, midi et soir. Il y a actuellement, surtout qu'ils savent que nous sommes à leur traque, d'autres commencent à partir de 20h. Jusqu'à 5h du matin. À 5h du matin, ils les enlèvent, ils les cachent. Et puis, quand vous arrivez, vous ne vous rendez pas compte qu'il y a des dragues. Bon, avec l'expérience, nous nous sommes rendus compte que, dans tous les cas, nous avons nos informateurs aussi qui nous rassurent qu'effectivement, il y a des dragues à tel ou à tel niveau. Et vous-même, vous empruntez des pirogues, des pirances pour... Les pirogues, mais ces derniers moments, nous avons des difficultés à ce niveau. Mais bon, vous avez constaté dans le reportage que vous avez vu les dragues se suivre, mais pourtant, il n'y a pas de pirogues.
Donc ça, c'est une stratégie que nous-mêmes, nous avons conçue. Alors, nous les rassemblons, nous les attachons, nous prenons une corde qui peut les tirer jusqu'à la berge, par un camion ou bien par un véhicule qui est sur la berge, qui peut les amener jusqu'à la berge. Maintenant, arrivé au niveau de la berge, la grue fait son travail. Et vous avez donc saisi une trentaine de dracs le même jour. Le même jour. Et vous les avez incinérés. Exactement. Le même jour. Bon, la journée, parce qu'au départ, on a commencé le travail vers midi. Bon, la journée ne nous a pas suffi pour tout incinérer. Pour tout incinérer. Alors, il a fallu que les plus hautes autorités nous accompagnent comme d'habitude et envoient un renfort pour passer toute la nuit à garder ce que nous avons saisi. Et c'est le lendemain que nous avons brûlé. Mais quand vous saisissez ces dragues-là, au moment de les saisir, il y a les propriétaires? Ou bien déjà ils ont disparu? Non, ils ont disparu. Vous savez, c'est un phénomène où il y a trop de complicité. Déjà à la veille, nous-mêmes on se demande souvent comment ils ont l'information. Souvent à la veille, la plupart ils sont informés. Et c'est pourquoi d'ailleurs ils partent les cacher. Donc quand nous sommes arrivés à Gabakoro, il n'y avait personne. Je l'ai dit, vous avez eu l'impression que bon, il n'y a personne ici. Alors que les dragues sont là, mais eux-mêmes, ils disparaissent. Donc, bon, pour le moment, nous nous sommes dit, bon, puisque c'est le matériel que nous cherchons à dégager du fleuve, nous nous contentons de ça. Mais une fois que nous mettons la main sur un acteur, directement, nous l'appréhendons. Mais c'est du matériel qui fonctionne à partir d'un moteur. Absolument. Donc, vous, quand vous les saisissez, vous conduisez ou bien vous tirez seulement? Nous tirons seulement, après on démonte. On demande les moteurs. Bon, si nous n'avons pas le temps, déjà s'il y a la grue, on fait transporter l'engin entier dans un camion. Parce que vous ne pouvez pas les mettre en marche pour... non, on ne peut pas les mettre en marche. On peut pas les mettre en marche. Et vous avez aussi mené des opérations similaires auparavant à Koulikoro, Bougouni et Yamfoula. Qu'est-ce que cela vous a donné comme résultat? Ah oui, très bon résultat parce qu'on était très satisfaits de toutes ces opérations. À Koulikoro, alors, Koulikoro, il n'évoluait pas à Koulikoro d'ailleurs. C'était la première fois où il cherchait à envahir cette zone. Alors, nous avons réagi rapidement pour que la zone aussi ne soit pas envahie. Et je crois qu'à partir de cette action de Koulikoro, aujourd'hui, on peut dire Dieu merci. Ces derniers moments, nous apprenons qu'encore, malgré tout ce qui s'est passé à Koulikoro, qu'il commence à revenir là-bas encore. Et ça, c'est des sources sûres. Et nous nous préparons encore pour aller nettoyer les récalcitrants. Maintenant, à Yamfoulila et à Bouni, c'est vraiment une zone, une région sérieusement infestée. Sérieusement infestée parce que, vous savez, ça demande beaucoup de moyens. Ces missions demandent beaucoup de moyens, extrêmement de moyens. À Yamfoulila, nous avons été obligés de passer la nuit au bord du fleuve. Parce que nous ne pouvons pas bouger. Une fois que vous bougez, le lendemain, si vous venez, vous ne trouvez rien. Donc, une fois qu'on saisit quelque chose, il faut sécuriser ou bien l'enlever totalement. Et aujourd'hui, les citoyens nous appellent tous les jours pour nous demander de repartir à Bougouni parce que pratiquement, il y a beaucoup de sites qui sont infestés, alors que nous avons évolué sur un seul site. Donc, ce qui demande encore plus de moyens. Et à Bougouni, c'était la même chose. Mais le cas de Bougouni, c'est des crachers. Parce que nous parlons aujourd'hui des dragues, mais en fait, c'est les mêmes machines. Hein. Les crachers évoluent juste sur la berge. La technologie est beaucoup plus développée avec les crachers. Avec les crachers. Donc, à Bougouni, c'était les crachers. Alors, on les a saisis aussi. C'est pratiquement les mêmes moteurs. Les moteurs qui sont sur les crachers, c'est les mêmes moteurs qui font fonctionner les dragues. Donc, mais la différence est que les dragues évoluent dans le lit du fleuve. Par contre, les crachers sont en dehors du fleuve. En dehors, carrément. En dehors du fleuve. À quelques mètres du fleuve, si vous voulez. Du fleuve ou des cours d'eau. C'est-à-dire les affluents ou les défluents ou les rivières ou les marigots. Dans tous les cas, tous ces marigots et ces rivières... c'est comment on appelle là, au total, vous avez saisi beaucoup de dragues, soit Koulikoro, Yamfoula, Bougouni. Tout à fait. Une trentaine à Ngabakoro droit. Oui. Vous êtes à combien actuellement de saisies, en tout cas depuis Koulikoro? Mettons une centaine. Une centaine. Koulikoro, c'était
c'était 22. Je crois qu'à Yanfoula, c'était une trentaine aussi. À Bougouni, c'était moins de 20. D'accord. Voilà. Donc, mettons une centaine. Mais au-delà de toutes ces saisies, l'ABFN, souvent, l'ABFN a fait beaucoup de missions. Avant qu'on commence à les incinérer, l'ABFN a fait beaucoup de missions. L'ABFN continue à faire ses missions. Mais chaque fois que le nombre est important, alors on fait mobiliser, Madame la ministre fait mobiliser tous les services de l'environnement. Vous dites que vous avez même passé la nuit à Yanfolila, au bord du fleuve. Oui. Ça veut dire que vous rencontrez suffisamment de difficultés dans cette opération? Absolument, il y a beaucoup de difficultés, parce que les difficultés, c'est... Nous avons des difficultés de mobilisation souvent des forces de sécurité. D'accord. Et comme je vous l'ai dit, si les forces de sécurité ne sont pas suffisamment mobilisées, si nous avons besoin par exemple de 50 agents de sécurité, souvent ça prend du temps parce que vous connaissez la procédure. La procédure est un peu longue, alors que c'est une fois qu'on détecte, il faut immédiatement agir. Parce que comme je l'ai dit au départ, il y a trop de complicité. Donc dès qu'on a un site qui est envahi, la première difficulté que nous avons, c'est la mobilisation des forces de sécurité. La deuxième difficulté, c'est les complicités des habitations, des habitants riverains. Il y a souvent des autorités coutumières qui gagnent leur pain aussi. Qui gagnent leur petit pain. Voilà. Oui. Et même souvent les jeunes. Par exemple, vous constaterez que pratiquement dans toutes les zones, dans tous les sites, les jeunes s'organisent pour aller prendre des taxes avec eux. D'autres collectivités aussi prennent des taxes avec eux. Donc, ce qui complique les missions. C'est pour vous dire qu'il y a trop de complicité. Voilà. Alors, les dragues, les cracheurs, tout ça, c'est pour chercher de l'or. C'est pour chercher de l'or. Alors, qu'est-ce qui est illégal? C'est le fait d'utiliser les dragues ou le fait même de chercher de l'or? Les deux sont illégaux. La loi a interdit, il y a la loi 2021-032 du 24 mai 2021 qui a été tout récemment amendée au niveau de certains articles qui l'interdit. Ça, c'est au niveau de la DNACPN, la Direction nationale de l'assainissement, des pollutions et des nuisances. Ensuite, il y a le code minier qui l'interdit totalement. Donc, pour vous dire que les deux sont interdits. Voilà. Monsieur Adjaouiakoui, vous avez suivi toutes les explications de M. Berthet. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ce genre d'opération pour saisir les dragues et les incinérer? Merci beaucoup. Et moi qui travaille pour une organisation de consolidation de la paix, l'une des choses sur lesquelles nous mettons beaucoup l'accent, c'est déjà le respect des lois dans le pays où nous sommes. Et nous avons développé des approches que je pense que aussi on peut avoir des échanges avec M. Berthet, qui est la sensibilité au conflit, de comment est-ce qu'on arrive à mener ces genres d'opérations avec l'implication des communautés et autres qui comprennent les méfaits de ce qu'ils font et qu'eux-mêmes ils puissent aider. Parce que tant qu'on n'arrive pas à faire comprendre aux communautés riveraines et tout ça, le danger de ces pratiques, au fait, ça va toujours continuer. Et c'est pourquoi, pour nous, nous pensons que c'est bien ce qui se fait, mais on peut encore chercher à sensibiliser les communautés riveraines, qu'elles prennent conscience des méfaits et elles peuvent aider les structures compétentes à pouvoir jouer pleinement leur rôle dans la protection de l'environnement. Bravo, ça vous donne aussi des idées peut-être de comment lutter contre ces pratiques? En fait, nous apprécions tous les efforts fournis par le ministère en charge de l'environnement parce que nous savons que nous sommes concernés par ce travail illicite qui se mène sur les cours d'eau. Vous savez, les femmes sont dans ce secteur de pêche, secteur d'agriculture et dans d'autres secteurs. Alors, les femmes font face à des difficultés en ce moment, puisqu'il n'y a pas assez de poissons dans le fleuve à cause de ces nuisances et que les activités de maraîchage ou d'autres activités génératrices de revenus alors, sont vraiment hypothéquées à travers cette pratique. Je pense que et je trouve qu'il y a deux points sur lesquels il faut réagir. Mon voisin de droite a parlé de la sensibilisation. Il faut mettre l'accent sur la prévention. Voilà, il faut mettre en place des stratégies endogènes pour que
la communauté puisse participer à l'alerte et aussi à la conscientisation de la population. Deuxièmement, il faut certainement identifier les auteurs. Il ne s'agit pas seulement de saisir pour moi les matériels, mais il faut pousser en tout cas les enquêtes pour pouvoir identifier non seulement les auteurs et leurs complices et les mettre devant en tout cas la loi. Monsieur Berthet, ce qui est impressionnant, c'est que l'utilisation des dragues est interdite, mais on voit comme d'après vos explications, il y a beaucoup de dragues qui sont dans le pays. D'où viennent ces dragues-là? Comment on n'arrive pas à les saisir en amont? Voilà, effectivement, nous sommes sur cet aspect, nous travaillons sur cet aspect. En réalité, la plupart sont fabriqués sur le territoire national. Et les ateliers sont là, nous les avons tous identifiés, que ce soit à travers les villes, que ce soit au bord même du fleuve. Tous les ateliers sont identifiés. Je crois que les jours à venir, nous allons mener une opération par rapport à ça. Maintenant, les exploitants d'or, il y en a qui peuvent avoir des permis d'exploitation d'or. Oui, non, il n'y a pas une activité qui est interdite par la loi, ne peut pas avoir de permis. Non, ce n'est pas l'orpaillage qui est interdit en tant que tel. L'activité au niveau des cours d'eau, du fleuve et des cours d'eau. D'accord. Donc on ne peut pas avoir de permis à ce niveau, parce que la loi l'interdit. D'accord. Et qu'est-ce que l'utilisation de ces dragues-là peut avoir comme conséquence sur la flore, sur la faune? M. Bagayogo en a parlé un peu. Oui. Vous savez, nous avons fait tellement de sensibilisation, je crois que M. Bagayogo en a parlé. Et aujourd'hui, si vous constatez que nous brûlons. Et au début, on les prenait, on les remettait au niveau de la justice. Aujourd'hui, la brûlure, là, c'est pour renforcer effectivement la justice dans tout ce qu'elle est en train de faire. Il l'a dit parce que nous avons fait des spots, il y a une dégradation. nous avons fait des films documentaires, beaucoup de choses pour que les gens puissent pour conscientiser les gens et qu'ils se rendent compte que cette activité, c'est vrai que ça peut les servir, mais ça nuit à la santé de la population. D'abord, la faune et la flore aussi. La flore aquatique et la faune. D'abord, si une drague dans l'eau, ça passe toute la nuit à faire du bruit. Les animaux aquatiques n'aiment pas le bruit, vous le savez tous. Les poissons fuient. Les poissons qui pondent les œufs tout au long du fleuve disparaissent. Il y a les huiles de ces moteurs qui polluent l'eau. 1. 2. La turbidité de l'eau est perturbée en permanence. Ensuite, les produits, notamment le mercure, qui parle d'exploitants d'or, forcément parle de produits chimiques d'or. Même si eux, quand ils parlent, ils disent non, ils n'utilisent pas le mercure, mais en réalité, le mercure est utilisé. Et vous ne le verrez jamais avec le mercure sur l'eau, mais en réalité, ils l'utilisent. Parce que même si une fois que vous êtes dans le bassin, vous utilisez le mercure dans le bassin, à chaque pluie, le mercure descend dans le lit du fleuve. Donc, tout ça qui contribue à la disparition de la flore et de la faune, ce qui est extrêmement dangereux pour la santé humaine et la santé animale. Donc, c'est pourquoi les techniciens, après tout ce qui s'est passé, les décideurs ont pris cette décision pour les interdire. D'où est venue toutes ces lois-là contre la pollution, contre la dégradation des berges, parce qu'il ne faut pas oublier, nous avons l'érosion, ça détruit les berges, l'érosion, ça c'est des questions naturelles. Mais par contre, les hommes, surtout les propriétaires des dragues, les travailleurs qui sont dans l'eau, avec les dragues, vous savez, quand au niveau de la crue, ils s'attaquent aux berges. Parce que la drague ne peut pas travailler tant que le niveau de l'eau est à un certain niveau. Ils s'attaquent aux berges. Alors vous savez combien nous mettons, le gouvernement met pour comment on appelle, réparer une berge. C'est extrêmement coûteux. Voilà tous les dangers de cette activité. Merci beaucoup, M. Berthet. Je sais que ces opérations vont encore se poursuivre. Nous aurons peut-être l'occasion d'en parler encore une prochaine fois. Très bien, merci. Nous passons à notre deuxième sujet. Il s'agit du forum consultatif qui s'est tenu cette semaine à l'école de maintien de la paix à l'Une-Bleu-Mbeye. Il a réuni les médias, les organisations de la société civile, les acteurs étatiques et les institutions publiques, organisé par Search for Common Ground dans le cadre du projet Sigida Herema. L'espace civique vise à
visait à renforcer la coordination et la concertation pour promouvoir la paix et optimiser la contribution des participants au processus décisionnel. Le compte rendu de Fadem Baketa et on revient sur le plateau. Un dialogue structuré et inclusif s'impose aujourd'hui afin de renforcer la concertation et la prise de décision participative. Il est surtout utile pour notre pays qui traverse une période marquée par des défis politiques, économiques et sécuritaires ayant un impact significatif sur la gouvernance et la cohésion sociale. D'où ce forum consultatif organisé dans le cadre du projet Sigida Herema par Search for Common Ground, en partenariat avec l'ambassade de la Belgique au Mali, l'URTEL, l'Union des radiodiffusions télévision libre du Mali et l'école de maintien de la paix à Lumblonambéi. Il s'agit notamment de renforcer le plaidoyer, les capacités de plaidoyer constructif, de favoriser des espaces d'échange entre acteurs civils et institutions, encourager une information responsable, sensible aux réalités locales et aux enjeux de paix et promouvoir la participation des femmes et des jeunes dans le cadre respectueux des lois et des valeurs nationales. Nous avons constaté qu'à travers la crise dans laquelle nous vivons, il y a des messages de haine qui circulent, il y a des attaques personnelles par-ci, par-là. Nous sommes dit que les médias doivent avoir un rôle prépondérant à jouer pour vraiment apaiser cet espace civique. C'est pourquoi nous avons créé ce cadre-là pour faciliter le dialogue entre la société civile, les institutions de la République et les médias. Les panels, rôle et responsabilité des acteurs nationaux pour un espace civique apaisé et favorable à la cohésion sociale au Mali, défis, opportunités et perspectives du secteur public. La Belgique attache en effet une importance particulière au rôle de la société civile, qui est un acteur essentiel du développement démocratique et social. Nous réaffirmons également notre soutien constant à la liberté de la presse. Soutenant la mise en place de mécanismes concrets de concertation pour que les recommandations issues du forum comme celui-ci puissent être intégrées dans les politiques publiques et les stratégies locales de gouvernance. Le forum réunit 100 personnes, dont 40 femmes, incluant les autorités gouvernementales, les organisations de la société civile et les leaders communautaires. Monsieur Adjaoui Akoui, qu'est-ce qui est à la base de l'organisation de ce forum consultatif? Pourquoi vous l'avez initié maintenant? Pourquoi vous l'avez organisé maintenant? Merci beaucoup d'abord de nous avoir invités pour parler de cette importante activité. Nous avons organisé ce forum parce qu'aujourd'hui, le Mali traverse une période où la paix, la cohésion sociale et la gouvernance inclusive ne sont plus des options, mais aujourd'hui sont des nécessités pour notre pays. C'est pourquoi nous avons organisé le 5 février à l'école de maintien de la paix le forum consultatif tripartite réunissant les organisations de la société civile, les organisations des médias, mais aussi les institutions de la République pour pouvoir discuter de cette question. Search for Common Ground est une organisation internationale intervenant dans environ 35 pays à travers le monde et notre principale mission est de changer la manière dont le monde gère le conflit, quitter les approches adverses pour aller vers les approches plus coopératives. Et c'est dans ce cadre que, en tant qu'organisation de recherche de terrain d'entente, nous nous sommes dit, nous faisons face à une période où il y a beaucoup de polarisation, beaucoup d'attaques, beaucoup de messages de haine que nous voyons et qu'est-ce que nous pouvons faire. Et nous sommes assez rendus très vite que utiliser les médias interposés ne vont pas résoudre la situation ou les problèmes auxquels nous faisons face. Et c'est pourquoi nous avons organisé ce forum pour mettre ensemble les différents acteurs, principalement les acteurs de la société civile, des médias, mais aussi des institutions de la République pour discuter de la cohésion sociale et aussi de l'espace civique afin de faire des recommandations qui vont être mises ensemble en œuvre ensemble par ces différents acteurs. Et nous avons remarqué qu'un espace comme cela est beaucoup sollicité et il permet aux différents acteurs vraiment de pouvoir s'exprimer en tout respect, mais aussi de pouvoir faire des propositions pour aller bien de l'avant. Et le choix des participants, vous avez parlé de médias, de société civile, d'acteurs étatiques. Mais vous pensez que ce sont ces différentes parties-là, ces différents acteurs-là qui peuvent faire en sorte que vous arriviez à atteindre vos objectifs?
Ou bien il y a d'autres acteurs, il y a d'autres éléments, d'autres personnes que vous auriez dû inviter aussi? Nous pensons que tous les acteurs étaient là. Okay. Il y avait, quand on parle de société civile, il y avait tout ce qu'il y a comme fêtières d'associations, mais aussi fêtières des confessions religieuses et qui étaient aussi présents à cette activité. Effectivement, lors de ce forum, nous avons essayé d'inviter tous les acteurs qui peuvent donner leur avis, mais aussi faire des recommandations pertinentes. Et comme on l'a dit, nous, en tant qu'organisation de consolidation de la paix, nous n'avons pas la prétention d'avoir la solution. Mais pour nous, c'est la création de ce cadre d'échange entre les différents acteurs afin qu'elles-mêmes puissent proposer des solutions et essayer de trouver des solutions durables face aux différents défis auxquels nous faisons face. Et pour nous, aujourd'hui, le projet Segida RMA, qui est un projet que nous mettons en œuvre depuis maintenant environ une année, est un projet bien réfléchi, offrant cette opportunité à ces différents acteurs que nous mettons en œuvre avec l'URTEL, l'Union des radios et télévisions libres du Mali, avec le financement de la coopération belge. Et ce projet a été réfléchi vraiment pour pouvoir créer un cadre de dialogue entre ces différents acteurs, mais aussi préparer certains types d'acteurs. Et nous avons mis l'accent sur les acteurs des médias et aussi les acteurs de la société civile en les mettant dans un réseau qu'on appelle le réseau Segida RMA, qui regroupe 43 organisations de société civile et aussi des médias pour faire ce que nous appelons le plaidoyer non confrontationnel. C'est les amener à pouvoir aborder ces sujets avec les acteurs clés afin de trouver des solutions, mais en n'utilisant pas l'usage de la violence, qui est notre mission en tant qu'organisation. Et c'est dans ce cadre que nous mettons en œuvre ce projet. Vous avez le projet de Segida RMA, donc initié par Search for Common Ground. Alors, vous organisez ce genre de forum, vous adoptez des résolutions, des recommandations. Et après, parce qu'on sait très généralement, ces recommandations, ces résolutions sont mises quelque part, et après, la vie continue. Oui. Ça, c'est peut-être ce qu'on a l'habitude de voir, mais nous, dans le cadre de ce projet, après le forum, le lendemain, nous avons organisé à l'Institut Murieux une rencontre avec les 43 organisations du réseau pour mettre en place un plan d'action sur la base des recommandations, mais aussi de leur stratégie de plaidoyer. Et ces plans d'action seront accompagnés. Nous avons dans ce réseau des organisations de Gao, des organisations de Mopti et ceux de Bamako. Et nous les mettons ensemble afin qu'ils puissent faire un plan d'action pour faire ce qu'on appelle le plaidoyer non confrontationnel et qui, à la fin, va permettre d'aboutir à des solutions vraiment très adéquates pour parler de ces questions-là vis-à-vis des acteurs. Et je profite ici pour remercier aussi notre partenaire institutionnel, qui est le ministère de l'administration territoriale, à travers la direction générale la DGAT, de l'administration territoriale bien sûr, et qui nous accompagne tout au long de ce projet afin de pouvoir créer ce cadre d'espace de dialogue tripartite entre les différents acteurs pour trouver ensemble des solutions. Et nous, en tant qu'organisation, nous n'avons pas la prétention d'amener la solution. Ce sont les parties elles-mêmes qui vont discuter de leurs différents défis actuels et de proposer des solutions. Nous créons ce cadre-là pour permettre, et nous pensons que ça va en étroite ligne avec notre mission, qui est la recherche du terrain d'entente, et que notre mission principale est de transformer la manière dont le monde gère le conflit, quitter les approches adverses pour aller vers les approches plus collaboratives. Monsieur Bagayogo, ça vous inspire quoi, ce genre de projet, ce genre de concertation, de consultation pour la paix? Oui, en fait, nous saluons cette initiative de rencontre, d'échange inclusive avec les femmes, avec les hommes, avec les jeunes, les adultes, pour pouvoir un peu discuter de la préoccupation commune. C'est-à-dire qu'il est intéressant d'avoir tous ces acteurs de différentes tranches d'âge pour que chaque partie prenante puisse apporter sa contribution. Et ce qui a marqué mon attention dans ce reportage, c'est que il a souligné qu'il faut promouvoir la participation des femmes pour la paix. Parce que sans la femme, pas de paix en réalité. Parce que l'homme seul ne peut pas faire la paix. Il faut faire en sorte que chaque acteur, actrice, puisse jouer pleinement son rôle. Je pense que c'est une très bonne initiative parce que la femme ne peut prospérer dans la violence. Et très souvent, c'est elle qui
sont les premières victimes, en tout cas lorsqu'il y a insécurité, lorsqu'il y a conflit, lorsqu'il y a changement climatique, ainsi de suite. Donc, nous saluons cette initiative qui permet à la femme, aux enfants, aux jeunes, aux adultes, à tout le monde, en fait, de jouer pleinement son rôle. Voilà. Monsieur Berthet, est-ce que vous pensez que c'est vraiment efficace d'organiser ce genre de forum pour arriver à la paix? Est-ce que ce n'est pas mieux d'aller sur le terrain plutôt que de se rencontrer dans une salle? Oui, mais moi, je pense qu'il maîtrise tous ces aspects. Je crois que aujourd'hui, nous sommes dans une situation où ce genre de projets, ce genre de forums doivent être appuyés parce que nous avons en charge, autorité en charge de la gouvernance de ce pays. À l'état actuel, le pays a besoin de paix, de cohésion sociale. Et c'est à partir de ces aspects qu'on peut entamer le développement. Un pays ne peut pas se développer sans paix, ni entente, ni cohésion sociale. Le Mali, c'est un pays de Djatria. Donc, ces genres de forums sont salutaires et doivent être appuyés par nos autorités. Mais surtout, ce que je leur demande, c'est certainement de penser à mettre un comité de suivi de ces recommandations. Comme il a dit, c'est toujours le problème. On fait des belles recommandations qui donnent souvent dans les tiroirs. Alors, il faut y penser. Alors, monsieur Adjaviakoui, vous avez parlé de 3 localités, de Bamako, Mopti et Gao. Est-ce que ce sont les zones qui sont couvertes par votre projet? Vous pensez que ça suffit, c'est suffisant pour avoir la paix au Mali, en prenant ces localités? Non, on est tout à fait d'accord que ce n'est pas suffisant. Heureusement, nous avons plusieurs autres projets qui essaient de couvrir l'ensemble du territoire. Mais pour ce projet spécifique que nous menons dans ces 3 localités, c'est la phase pilote. Et que nous avons choisi 3 régions stratégiques pour commencer. Et nous avons l'espoir de pouvoir convaincre encore d'autres partenaires pour pouvoir couvrir l'ensemble des régions du Mali. Parce que nous sommes convaincus que ce n'est pas seulement dans ces 3 régions. Il y a d'autres régions qui ont aussi des acteurs qui ont besoin de ce genre de cadre et nous essayons dans la mesure du possible de faire en sorte que nous ayons les moyens de pouvoir couvrir l'ensemble des régions du pays. Et c'est un projet qui devait durer 2 ans. Et en 2 ans, qu'est-ce que vous avez fait de concret? En 2 ans, ce que nous avons fait de concret, et j'aime en parler, nous avons organisé par exemple à Gao un atelier sur le relèvement économique qui a été fait par le réseau Sigder-Rema au niveau de Gao, qui était de pouvoir réfléchir sur la contribution des organisations de médias et de la société civile dans le relèvement économique de la région, qui a abouti à un document et qui a été partagé avec les différentes autorités qui ont même pris part aussi à ce forum que nous avons fait. Voici quelque chose de concret qui est fait, qui permet de pouvoir mettre ensemble l'intelligence collective des acteurs, des leaders des différentes communautés et de faire des propositions concrètes pour sortir des crises. Nous avons fait aussi pareil au niveau de Mopti, où le réseau a mis en place, a fait un plan d'action aussi pour pouvoir traiter des questions. Pareil aussi à Bamako, où le réseau a essayé de réfléchir sur les tests en lien avec la presse et de pouvoir faire des propositions pour amender ou pour pouvoir faire des propositions concrètes sur des lois qui peuvent encore faire en sorte que la presse joue pleinement son rôle dans la reconstruction du pays. Voici des éléments très concrets que nous avons pu réaliser. Mais concrètement, est-ce que vous avez senti que toutes ces activités ont permis de contribuer à la paix, ont contribué à faire en sorte que les populations puissent se comprendre pour qu'il y ait la paix? Oui, effectivement. Et pour cela, pour nous, quand nous mettons en œuvre un projet, nous avons des indicateurs que nous regardons à travers qu'on appelle le Peace Impact Framework. Dans le premier indicateur, on regarde la polarisation. Qu'est-ce que nous avons pu faire pour pouvoir vraiment désamorcer la polarisation dans les zones d'intervention où nous sommes? Le deuxième indicateur que nous regardons, c'est le niveau de violence. Quand on met en œuvre le projet, comment est-ce que nous arrivons à pouvoir réduire la violence au sein des communautés? Et vous pensez avoir réussi? Oui, et nous arrivons à les chiffrer. Ouais. Le troisième indicateur que nous regardons, c'est le pouvoir d'agir individuel. Comment est-ce que nous arrivons à pouvoir renforcer les capacités des acteurs, pour être des ambassadeurs de paix, pour pouvoir travailler au quotidien dans le retour de la paix au sein de leur communauté. Le quatrième indicateur que nous regardons, c'est la légitimité institutionnelle. Nous essayons
essayons de faire en sorte que tout ce que nous mettons comme action puisse renforcer les liens de collaboration et de confiance entre les institutions étatiques et les communautés à la base. Et le dernier, c'est l'investissement. Voici les 5 indicateurs que nous regardons à travers nos différents projets et que nous arrivons à démontrer à travers des rapports d'impact qui nous permettent de démontrer qu'est-ce que nous sommes en train de changer au quotidien à travers la mise en œuvre de nos programmes. Et ce sont... Une dernière question, M. Andjaouiakwe, comme nous sommes pris par le temps. Alors, le projet, normalement, il prend fin dans 3-4 mois. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Après, ce qui va se passer, ce projet, il y avait un objectif que nous avons dû changer parce que quand on l'écrivait il y a 2 ans, il y avait des activités pour venir soutenir les élections de 2020 qui étaient prévues en février. Et comme il n'a plus lieu, nous avons changé ces activités avec l'URTEL. Et ce qui va se passer, nous avons négocié 5 mois supplémentaires pour pouvoir terminer les activités. Et le reste des activités sur ce projet est le financement des plans d'action du réseau Seguider-Rema, d'organiser un 2e forum consultatif comme nous l'avons fait au mois de juin pour venir présenter ce qui a été fait par le comité de suivi des recommandations et aussi par le réseau sur le terrain, à savoir Gao, Mopti et Bamako. Et peut-être initier de nouveaux projets. Effectivement, initier de nouveaux projets, mais aussi de former les journalistes à travers URTEL. Nous avons aussi plusieurs activités de formation et de suivi des journalistes sur le terrain. Et nous profitons aussi pour faire des émissions radiophoniques qui sont diffusées sur l'ensemble des 383 radios de l'URTEL à travers le pays pour pouvoir sensibiliser sur la thématique du projet. Merci, M. Andjaouiakwe. Nous passons à notre dernier sujet. La 22e édition de la Journée internationale de lutte contre l'excision, célébrée vendredi dernier, elle était placée sous le thème « Rôle et responsabilité des autorités et légitimité traditionnelle face aux enjeux de l'abandon des MGF ». Le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille et ses partenaires ont saisi l'occasion pour faire l'état des lieux en matière de lutte contre les mutilations génitales féminines. Nous suivons le reportage de Sokona Kabisoko avant de retrouver notre invité. Pour une cause juste, une mobilisation exceptionnelle, la salle des banquiers Fanta Damba du Centre international de conférence de Bamako se met aux couleurs de la journée internationale contre l'excision. Une journée de sensibilisation et de plaidoyer pour stopper la pratique et préserver la santé de la jeune fille. L'instauration et la commémoration chaque année de la journée internationale du 6 février, tolérance zéro aux mutilations génitales féminines, sont la consécration des efforts conjugués par les acteurs nationaux et la communauté internationale. Le Mali commémore cette année la journée autour du thème « Rôle et responsabilité des autorités et légitimité traditionnelle face aux enjeux de l'abandon des MGF ». L'engagement des autorités du Mali s'est traduit par plusieurs mesures institutionnelles, politiques et juridiques, dont la création du Comité national d'action pour l'éradication des pratiques néfastes à la santé de la femme et de la fille, la création du Programme national de lutte contre la pratique de l'excision, PNLE. Au Mali, les résultats de l'enquête démographique et de santé 2023-2024 montrent que des progrès significatifs ont été réalisés dans la prévention et réponse aux mutilations génitales féminines. Le taux de mutilation génitale féminine chez les filles de 0 à 14 ans, c'est la tranche où la pratique est le plus faite, est passé de 74% en 2018 à 70% en 2023. Les enjeux restent importants. Près de 23 millions de filles supplémentaires risquent de subir des MGF d'ici 2030 si aucune mesure n'est prise, nous apprennent les statistiques. Cette forme de violence basée sur le genre doit mobiliser toutes les énergies. Monsieur Barayigo, vous organisez régulièrement ce genre de journée internationale de lutte contre l'excision, mais pour quels résultats? D'accord, merci bien. Je voudrais transmettre les salutations et les remerciements de Madame le ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, Madame Diarra Djeneba Sanoko, à l'endroit des autorités du Mali qui ont accepté la commémoration cette année de la journée internationale du 6 février, tolérance zéro aux mutilations génitales féminines.
Effectivement, nous sommes à notre 22e édition parce que cette journée a été instaurée par les Nations Unies en 2003, après une session du Comité interafricain de lutte contre les pratiques néfastes à la santé de la femme et de la fille en 2003 toujours. Alors, de cette date à maintenant, nous avons enregistré beaucoup de progrès, beaucoup de succès. Aujourd'hui, nous discutons de la question de la pratique de l'excision en long et en large dans les communautés partout au Mali et avec les acteurs qui sont convaincus, avec d'autres qui ne sont pas encore convaincus, mais qui ont besoin d'être édifiés. Donc aujourd'hui, vous allez constater qu'il y a plus de 4000 et quelques villages sur les 12 000 et quelques contre le Mali qui ont accepté de faire des déclarations publiques d'abandon de la pratique. Voilà. Donc pour dire que le résultat est vraiment salutaire parce que derrière tout cela, il y a des engagements de l'État. Parce que vous savez, le Mali s'est engagé à protéger les droits, à protéger chaque Malienne et chaque Malien, en tout cas à travers des conventions, à travers des traités et d'autres instruments juridiques internationaux. Donc, vraiment, nous... Dans le cadre de cette journée, vous avez peut-être des activités concrètes. Est-ce que c'est vraiment des activités qui vous permettent d'aller plus loin? Oui, en fait, comme je l'ai dit, nous travaillons dans les communautés avec les différents partenaires, que ce soit les partenaires étatiques au niveau sectoriel, mais aussi les organisations de la société civile, les légitimités traditionnelles, les autorités traditionnelles, donc avec toutes les couches de la population, et même les pratiquantes de cette mutilation, notamment les exciseuses, qui ont accepté aussi, en tout cas pour la plupart, ont accepté de déposer le couteau, parce qu'elles ont compris que alors leur travail, leur pratique, alors nuit en tout cas à la santé de la femme et de la fille. Parce que les conséquences, il y en a qui sont immédiates, mais par contre, il y a d'autres qui sont à long terme ou à moyen terme. Notamment lorsque la femme subit cette pratique, alors nous rencontrons beaucoup de difficultés de la part même des professionnels de santé qui rapportent les difficultés, en tout cas, que ces praticiens rencontrent lorsque une femme a subi cette pratique. Et vous parlez de tolérance zéro au MGF, aux mutilations génitales féminines. C'est peut-être un slogan creux, c'est juste pour épater? Non, c'est pas un slogan creux. C'est pas utopique. Quand l'État s'engage en créant un programme national de lutte contre l'excision, en mettant en place une politique nationale pour l'abandon de la pratique de l'excision, en signant des documents régionaux et internationaux. Donc ce n'est plus une tolérance quelconque à faire, parce que l'État, la loi c'est la loi. Donc pour dire tout simplement que l'État s'est engagé à mettre fin à cette pratique à travers les instruments mis en place. Des mesures politiques ont été prises, des mesures institutionnelles et même des mesures juridiques ont été prises pour que nous puissions aller à l'éducation pour l'abandon de cette pratique. Parce qu'en réalité, tout n'est pas que... La loi n'est pas une panacée pour l'instant, alors, mais la loi doit être accompagnée. C'est pourquoi nous travaillons à faire connaître ces instruments, à rappeler ces engagements de l'État et aussi à amener les communautés à comprendre que tout cela est mis en place pour le bien-être de la population, pour le bien-être de la communauté. Mais le mot tolérance zéro vient de la première dame de l'ex-première dame du Nigeria, Madame Obasanjo, alors qui, lors de la rencontre, de la session du comité de CIAF, alors qui a prononcé dans son discours le mot tolérance zéro. Et les Nations Unies aussi sont allées dans le même sens en décrétant, en tout cas en 2003, la célébration de cette journée. Donc depuis 2004, le Mali célèbre cette journée. D'accord, mais malgré toutes les dispositions prises par les autorités, la pratique continue. Est-ce que vous dites que nul n'est censé ignorer la loi, mais est-ce qu'il y a des sanctions qui sont prévues? Est-ce qu'il y a des cas que vous rencontrez, des gens qui ont été jugés? Non, pas pour l'instant. Nous sommes en train, parce qu'il faut être pédagogique. Toute question relative aux normes sociales et surtout, il faut faire comprendre quelle est la partie nuisible de cette pratique. Alors, parce que l'État est en train d'injecter les moyens d'investir, en tout cas pour le bien-être de la population. Mais s'il y a des pratiques encore qui sont en train de nuire à cet investissement, donc il y a lieu de se poser la question. Ce n'est pas parce que les gens veulent faire la pratique, mais parce que les gens ont besoin d'être informés, d'être édifiés, sensibilisés pour aller à l'abandon. C'est pourquoi des communautés ont accepté de se mettre ensemble, et même des individus pour pouvoir déclarer l'abandon et tourner dos. Et pas seulement tourner dos, mais se constituer en relais pour aller vers leurs pères, en tout cas qui n'ont pas encore compris ou qui sont en train de
vouloir comprendre d'abord. Et vous avez mis l'accent sur l'implication des autorités et légitimités traditionnelles. Est-ce que vous avez l'adhésion de toutes ces légitimités traditionnelles, de toutes ces autorités traditionnelles? En fait, je me réjouis du thème de cette année parce que c'est vraiment une façon de reconnaître leurs efforts, en tout cas dans ce que nous menons comme activité au niveau communautaire. Parce que chaque organisation, chaque structure, chaque acteur qui veut intervenir dans une communauté, alors on s'adresse d'abord à ces autorités, qui sont les chefs de village, les chefs de quartier, les chefs de fraction. Mais aussi à des légitimités traditionnelles, qui sont aussi des chefs coutumiers, qui sont des personnalités dans les communautés, qui sont attendus et qui peuvent faire bouger en tout cas les mentalités. Donc il y en a qui nous ont vraiment encouragés, qui nous ont porté en tout cas la question de l'abandon des mutilations génitales féminines. J'ai parlé de convention, de signature de convention. Ce n'est pas un simple citoyen qui signe, ce sont les vrais leaders, les vraies autorités, alors dans les communautés, après avoir compris alors tout ce qui est derrière, parce que chacun dans sa famille voit les conséquences. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Le problème était que les conséquences n'étaient pas souvent liées à la pratique qui a eu lieu il y a une année, il y a 2 ans, il y a 10 ans, et même au-delà. Maintenant que cela est compris, alors ces résistants sont devenus des acteurs, donc des alliés. Peut-être ces leaders peuvent signer, mais au sein de la communauté ou des communautés, il y a beaucoup de conservateurs. Oui, en fait, les leaders ne sont pas forcément signés. Tout à fait. Ces autorités-là ne signent pas pour signer, mais c'est après concertation, après consultation, après discussion, pour écouter les pour et les contre et tirer le bénéfice de la décision. Je pense que c'est une activité pédagogique que nous menons avec les communautés pour qu'elles comprennent réellement quelles sont les vraies conséquences qui découlent de cette pratique. Et si cela est compris, alors il y en a même des chefs des autorités et légitimités traditionnelles dont leurs filles ou leurs épouses sont victimes ou ont été victimes de cela. Alors, donc, qui ont été certainement prises en charge et qui sont devenus des acteurs clés. Et de passage, je voudrais remercier les familles fondatrices de Bamako qui nous ont fait l'honneur de nous accueillir lorsque nous préparions cette célébration. En tout cas, qui ont montré leur détermination, leur engagement à accompagner le département de la promotion de la femme pour informer, pour éduquer, pour aller à l'abandon de cette pratique parce que, ayant compris que c'est une nuisance à la santé de la personne. Nous sommes pris par le temps. M. Berthet, juste un mot. Est-ce que vous êtes convaincu que cette politique de lutte contre les mutilations génitales féminines peut aboutir? Oui, je suis convaincu. Je pense que les populations commencent à comprendre parce que surtout, il faut saluer les autorités de la transition qui ont porté une attention particulière aux autorités coutumières actuellement. Donc je pense qu'il faut les s'impliquer suffisamment parce que chaque année, je crois qu'ils ont une journée qu'ils célèbrent chaque année. Il faut vraiment les impliquer, les mettre devant leurs responsabilités par rapport à ces phénomènes. Et surtout que vous devez être vraiment encouragés. C'est pédagogique parce que c'est quelque chose qui est dans nos mœurs, dans nos habitudes. Ce n'est pas facile de les enlever. Il faut continuer la sensibilisation. Et c'est vraiment pédagogique. Monsieur Adjabakou, vous dites aussi que c'est possible de mettre fin? Oui, tout à fait. Et c'est une thématique que nous traitons parce que pour nous, on ne peut pas parler de paix si on n'est pas en bonne santé. Et c'est une question aussi de santé. Nous avons un programme que nous appelons 2005 Konka, Youth Talk, où nous formons des jeunes journalistes de 12 à 17 ans et qui font des émissions. Et je sais que cette thématique a été traitée par ces jeunes journalistes-là qui eux-mêmes choisissent les thèmes qui les touchent directement et de pouvoir sensibiliser. Et c'est une thématique qui a été traitée par ces jeunes journalistes et je trouve que c'est assez intéressant. On pourrait revenir avec M. Bakayoko dessus en l'invitant à notre studio de production pour faire une émission radiophonique qui sera diffusée. Alors, M. Bakayoko, peut-être un dernier aspect. On sait que selon les statistiques, il y a 4 millions de filles qui attendent encore d'être... Dans le monde. Dans le monde, qui attendent, qui risquent d'être exilées cette année. Oui. Alors, est-ce que ça donne de l'espoir? Est-ce que ça ne fait pas désespérer? Non, ça ne fait pas désespérer. Si nous partons, nous remontons très loin, alors nous allons voir qu'il y a vraiment une avancée en termes de baisse
de cette pratique. Alors, ne serait-ce qu'au Mali, alors l'EDF 6 avait donné un pourcentage de 74% ou 73 et quelques %. Alors, mais avec l'EDF 7, nous avons un pourcentage de 70% des filles de 0 à 14 ans. Ça veut dire que la pratique est en train de baisser, en tout cas grâce aux actions conjuguées des différentes parties prenantes. Et l'État a pris des engagements, l'État a donné des orientations et nous sommes en train de mener en œuvre, en tout cas, ces orientations avec nos partenaires. Non seulement dans la société civile, des communautés, surtout avec la légitimité et autorité traditionnelle. Je pense que cet aspect est très important parce qu'on ne peut pas tourner dos à cette pratique sans que ces autorités et légitimités ne sont pas convaincues de bien fonder de ce que nous menons. Et puisque ces autorités constituent des relais entre l'administration et la population, donc il est normal qu'il y en a, c'est vrai, qui n'ont pas bénéficié d'activités d'information et de sensibilisation, donc ils restent sur leur position. Mais dès que cela est identifié, nous orientons nos actions vers ces cibles-là qui certainement nous rejoignent de plus en plus pour que nous puissions sauvegarder la santé de la fille et de la femme. Parce qu'il y a des problèmes dans les foyers. Un tout dernier mot, est-ce que vous avez une idée du nombre de filles qui attendent d'être excisées cette année au Mali? Non, on n'a pas une idée nette de cela, mais les statistiques montrent que nous sommes en train de faire baisser la prévalence des mutilations génitales féminines. Je l'ai dit, c'est grâce aux efforts conjugués des uns et des autres, et surtout grâce au leadership des plus hautes autorités. Je voudrais saluer vraiment Madame le ministre qui ne cesse de nous orienter, ne cesse de nous donner des conseils pour que nous puissions aller, en tout cas, au-delà de ce que nous avons comme résultat. C'est pourquoi nous avons prévu des activités encore intensifiées, des activités au sein des communautés. À Bamako, déjà, il y a les 7 arrondissements de Bamako seront concernés par différentes activités, mais à l'intérieur du pays, alors les acteurs se sont engagés à aller vers les praticiens, vers les populations, vers les communautés et même les femmes surtout qui doivent être sensibilisées fortement parce que c'est elles qui sont victimes, mais malheureusement c'est elles aussi qui sont actrices. Donc il faut vraiment qu'il y ait cette prise de conscience. Heureusement qu'on discute de tout cela avec les religieux, on discute de cela. Il y en a qui sont convaincus, il y en a qui trouvent les arguments dans les livres saints pour pouvoir amener leur père à comprendre que l'excision nuit à la santé de la personne et toute action qui nuit à la santé n'est pas religieuse. Merci beaucoup, M. Bagayoko. Merci également à vous, M. Adjaouyakwe, et à vous, M. Berthet. C'est la fin de cette émission. Je vous remercie, vous qui nous avez suivis. Tout de suite, le journal de 13h avec Ousmane Dao. Excellent après-midi à toutes et à tous. Au revoir. Aywa an ka ŋana minɛŋanaw an ka cɛ minɛ cɛw anw mana fɛn fɛn fɔ aw ye ka fɛn fɛn kɛ aw ye